Bonjour à tous, bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre les premiers meetings d'entre-deux tours des deux finalistes de cette présidentielle, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Dans quelques instants, nous irons à Saint-Cyr-sur-Loire pour suivre le meeting de Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, direction la Bretagne, la région que François Hollande a choisie pour son premier déplacement. Une région qu'il a placée très nettement en tête hier soir. Après une visite à Quimper cet après-midi, François Hollande est donc à Lorient pour tenir un discours sur le redressement de la nation. On l'écoute. Je savais que je devais venir en Bretagne. J'avais tant de raisons d'être parmi vous ce lundi. La première, c'est le résultat que m'a donné la Bretagne. Et si je suis sorti en tête du scrutin de premier tour, c'est bien parce que les Bretons l'ont décidé ainsi. Et donc je voulais vous exprimer ma gratitude. Vous allez me dire, il y a d'autres régions qui l'ont fait. Je les visiterai. Et j'irai même voir les régions qui ne m'ont pas donné encore le plein de leur suffrage. Parce que... Mais ne les accusez pas, j'aurai besoin de tout le monde, enfin de toute la France. Mais je voulais être ici à Lorient, parce que je suis venu tant d'années à Lorient pour préparer le socialisme du XXIe siècle. J'ai bien fait de m'entraîner. J'y suis. Avec Jean-Yves, avec Norbert, chaque fois, j'ai fait en sorte de rassembler la gauche bretonne. Oh, c'était pas la plus turbulente. Et j'ai aussi une dette à l'égard de la Bretagne. C'est à Brest que j'avais été élu premier secrétaire du Parti socialiste. C'était en 1997. Ça paraît très loin. Mais dans une vie politique, tout a un sens. Ce sont les premières étapes qui, parfois, conduisent à la destinée, que l'on s'est donnée à un moment parce qu'une responsabilité a été confiée. Et c'est parce que les socialistes, un jour, m'ont choisi. Et Lionel Jospin y avait contribué, comme premier secrétaire du Parti socialiste, que des années plus tard, je peux être aujourd'hui en situation d'être le prochain président socialiste de la République. Je voulais aussi dire combien la France attend de la Bretagne. Bretagne, grande région agricole, industrielle, économique, qui, avec son littoral, est une grande région maritime. Je me souviens qu'en 1981, François Mitterrand, élu président de la République, avait composé son gouvernement et avait nommé Louis Le Pinsec comme ministre de la mer. Si les électeurs en décident bientôt, le 6 mai c'est tout de suite, vous avez commencé à faire votre choix. Eh bien, si les Français décident de me confier la responsabilité de la France, il y aura de nouveau dans le gouvernement de la République un ministre de la mer.
La Bretagne a aussi, d'une certaine façon, inventé la décentralisation. Ici, pendant des années, les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir. Dans les années 60-70, des hommes et des femmes, qui n'étaient d'ailleurs pas tous de gauche, réfléchissaient à ce que pouvait être l'avenir des territoires. Ils avaient formé des comités, des bureaux, et ils avaient convaincu, et notamment les socialistes, d'engager l'étape de la décentralisation. Ce fut fait en 1981. Mitterrand, Mauroy, Defferre ont laissé leur nom pour ces grandes lois de la République. La décentralisation, et ici je salue les élus, présidents de département, présidents de région, Jean-Yves, maire de grandes villes, de villes moyennes. Tous ces élus, Claudie Le Breton pourrait en témoigner, ont fait vivre nos territoires, ont considérablement changé la vie quotidienne de nos concitoyens. Et en même temps, moi-même, élu local, président d'un conseil général qui a été également maire et qui veut rendre tous ses mandats le 6 mai pour servir la France, je mesure que notre décentralisation a besoin d'une étape supplémentaire. À la fois des transferts de compétences qui devront être confiés aux assemblées régionales, départementales, locales, une clarification des interventions de chaque niveau, une réforme profonde du financement des territoires, et puis des défis nouveaux que nous devons porter ensemble, la réforme de la dépendance, essentielle pour assurer la dignité de la fin de vie de beaucoup de nos concitoyens. La petite enfance, parce que c'est les conditions de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la conciliation, de la vie professionnelle, de la vie familiale. Oui, nous le ferons ensemble, le service public de la petite enfance. L'action économique, le soutien aux entreprises, les interventions, y compris au capital d'un certain nombre d'entreprises intermédiaires qui ont besoin de l'apport des collectivités et de la future banque publique d'investissement. Oui, nous aurons à agir ensemble pour les infrastructures et pour l'écologie, pour la transition énergétique. Nous aurons besoin d'un État qui travaillera avec les collectivités locales. Et c'est la raison pour laquelle, ici, j'annonce qu'au lendemain du 6 mai, j'engagerai un nouvel acte de décentralisation. Enfin, je suis en Bretagne. En Bretagne, fier de sa langue, fier de sa culture, fier de son histoire, qui attend depuis des années que l'État, enfin, par son Parlement, ratifie la charte des langues minoritaires et régionales. Eh bien, nous le ferons ensemble et nous ferons en sorte que la langue française soit en aucune façon menacée, mais que la langue bretonne puisse être enseignée, parlée, diffusée, comme les langues minoritaires. Voilà le message que je voulais vous adresser ici, amis bretons. Mais d'abord, je reviens à ce qui s'est passé hier, premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons franchi une étape majeure vers le changement. La première, celle qui ouvre. La seconde, qui permettra la victoire.
et la transformation de notre pays. Je suis arrivé en tête du scrutin. C'était l'objectif. Nous avions même été prudents. J'avais dit le meilleur score possible. Et je n'étais pas sûr d'être le premier. Eh bien, nous y sommes parvenus. Nous avons même fait le meilleur résultat pour un candidat socialiste. Depuis François Mitterrand en 1988. Président sortant. Nous avons fait mieux même, je le disais à l'instant à Quimper, et sans vouloir le froisser, lui qui nous regarde, François Mitterrand, nous avons fait même mieux que lui en 1981. Il avait fait 26, nous faisons 28-6. Il était second, nous sommes premiers. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a gagné l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qui va se produire maintenant? Nous allons gagner l'élection présidentielle. Oh, je suis prudent. Rien n'a encore décidé, les Français n'ont pas voté. Mais enfin, je sens un mouvement. Je sens une confiance qui se lève. Je sens une volonté de changement. Et puis, je regarde les autres. C'est toujours intéressant de se comparer. Le candidat sortant est arrivé second. C'est la première fois. Oui, il ne mérite pas vos compliments. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président sortant arrive second. À droite, ils ont toujours réponse à tout. J'en entendais un de ses conseillers qui fut autrefois ministre de l'Intérieur. Pas le meilleur, mais enfin, il y en a aussi eu de plus mauvais. Et qui disait, oh, valait mieux ne pas arriver premier. À ce compte-là, ils auraient pu arriver troisième. Mais, au-delà d'ailleurs de cet ordre d'arrivée, le candidat sortant fait 5 points de moins qu'en 2007. Et donc, il est dans cette situation paradoxale où il vient de vivre un échec, qui est finalement celui de son quinquennat, un désaveu de ce qu'il a, pendant 5 ans, présenté comme autant de titres de gloire et qui se sont révélés autant de désillusions. Mais le voilà qui présente ce piètre résultat comme un tremplin, comme un ressort. C'est d'ailleurs tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Une somme d'échecs qu'il essaye de faire passer comme une agrégation de réussite. Et comme certains mauvais élèves, qui ne sont pas satisfaits de la note qui leur a été attribuée, demandent maintenant des euros de rattrapage à ceux qui ont fait mieux que lui.
Avant le premier tour, il me proposait 2 débats. Après le premier tour, voilà qu'il en veut 3. Et après le second tour, combien en voudra-t-il? Je veux mettre d'ailleurs un terme à cette polémique nouvelle. Il n'y aura qu'un seul débat, un grand débat, un vrai débat, un long débat. Comme il y en a toujours eu depuis l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, en 2007, avait-il proposé Nicolas Sarkozy 3 débats à Ségolène Royal? Pas du tout. Il n'y en a eu qu'un seul. Que s'était-il passé en 2002, hélas? Le fait que Le Pen ait surgi, il n'y avait même pas eu de débat face à Jacques Chirac. En 1995, un débat. En 1988, un débat. En 1981, un débat. Et on s'en souvient. Parce que ce fut, là encore, pour François Mitterrand, l'occasion de remettre en cause le bilan déjà d'un candidat sortant. Eh bien oui, il y aura donc un grand rendez-vous. Et d'ici là, j'ai le devoir de rassembler. Rassembler d'abord la gauche, qui s'est, dès dimanche soir, placée clairement derrière ma candidature. Je veux remercier Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un bon résultat. Saluer Eva Joly, les écologistes qui ont permis, là aussi, sans bargouiner, sans négocier, le soutien à ma candidature. Et puis, d'autres qui nous rejoignent, tant mieux. Je dois être le candidat du rassemblement le plus large. Je suis socialiste, je suis de gauche. Et en même temps, je dois comprendre tous les messages qui ont été adressés par le peuple français au premier tour. Les colères, les frustrations, les doutes. Je suis comme vous. Je suis conscient aussi qu'il y a eu, parmi nos concitoyens, la tentation d'aller vers l'extrême droite parce qu'ils ne savent plus comment, aujourd'hui, traduire leur déception, leur désillusion. Ils avaient été séduits il y a 5 ans par le candidat qui se présentait à eux, qui leur avait tant promis, et les voilà aujourd'hui désemparés. J'en connais qui, agriculteurs, s'interrogent même sur la pérennité de leur exploitation et de peur de l'avenir se réfugient dans le repli. J'en connais d'autres, ouvriers et chômeurs, qui ne savent plus, là encore, ce que sera l'avenir tant leur entreprise paraît fragile, les délocalisations, hélas, trop nombreuses. Et puis cette mondialisation, cette Europe trop ouverte, trop offerte, qui vient finalement les frapper dans leurs conditions de vie. Je n'excuse rien, mais je cherche à comprendre. Je ne séduis pas ces électeurs par je ne sais quelle surenchère. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne ferai pas de l'étranger, de l'immigré, la question qui nous séparera dans cette élection présidentielle. Je ne dirai pas aux travailleurs qui doivent d'abord s'en prendre aux chômeurs. Je ne dirai pas que les chômeurs sont des assistés. Je ferai attention aussi à ne pas séparer les habitants des banlieues de ceux qui vivent en zone rurale, parce que je veux être le président demain de tous les Français.
Le responsable de la montée de l'extrême droite, c'est celui qui a utilisé parfois les mots de l'extrême droite pour essayer de contrecarrer sa progression. Le responsable de la montée de l'extrême droite, c'est celui qui, depuis 5 ans, a fracturé un certain nombre de droits fondamentaux. Le responsable de la montée de l'extrême droite, c'est celui qui a laissé le chômage atteindre 10% de la population active, qui a laissé l'industrie française dans l'état que l'on sait, 400 000 emplois industriels qui ont été perdus. C'est celui qui a laissé faire une politique européenne de libre-échange, de libre circulation. C'est celui qui n'a pas dominé la finance et qui viendrait aujourd'hui se plaindre des désordres qu'il a lui-même mis en œuvre et qui se veut candidat du peuple alors qu'il n'a protégé que les privilégiés, les puissants et les forces de l'argent. Non, si nous voulons surmonter l'épreuve, elle est là, devant nous. Le redressement de notre pays, le renforcement de notre industrie, le développement de notre agriculture. Si nous voulons donner une perspective à chacune et à chacun, notamment à celles et ceux qui souffrent de la situation d'aujourd'hui, il nous faut d'abord nous appuyer sur nos atouts, sur nos forces, sur nos énergies, sur ce qui nous rend fiers. C'est-à-dire ce qui nous permet d'être capables de donner le meilleur de nous-mêmes. La France ne se redressera pas en se repliant, en se fracturant, en se divisant. La France mérite mieux. La France mérite d'être fière de ce que notre histoire nous a donné et ce que notre avenir nous prépare. J'entendais le candidat sortant annoncer pour le 1er mai qu'il allait organiser une fête du vrai travail. Ça voudrait dire qu'il y aurait un faux travail en France? Qu'il y aurait finalement une opposition à organiser ce jour-là, le 1er mai, entre les travailleurs eux-mêmes ou entre les travailleurs et les chômeurs, ou entre les travailleurs et les assistés? Non. S'il y a eu la fête du travail qui a été instituée au XIXe siècle, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui voulaient se réunir, se rassembler, se mettre ensemble pour la dignité du travail, pour la valeur du travail, pour le travail pour tous, pour la reconnaissance du travail, pour la rémunération du travail. Et cette grande idée, qui est d'ailleurs venue des États-Unis d'Amérique, cette grande idée du travail, elle a fédéré, elle a réuni, elle a permis à des syndicats de se constituer, puis ensuite à des salariés de s'organiser et de venir tous les 1er mai à la fois demander que l'on respecte leur travail et en même temps qu'on les rémunère et qu'on lutte contre le chômage, parce que ça doit être cela, la priorité première de l'action publique. Le 1er mai, c'est la fête du travail pour les syndicats. Et moi, je respecte les syndicats, leur indépendance, leur responsabilité, leur rôle dans la société française. Rassembler, vous disais-je, c'est mon devoir. Rassembler la gauche, rassembler les Français, rassembler les hommes et les femmes qui veulent le changement. Permettre aussi à celles et ceux qui n'ont pas voté au 1er tour pour ma candidature
et qui s'interrogent aujourd'hui sur le sens à donner à leur vote le 6 mai, de leur dire que ma première exigence, ce sera l'exemplarité de l'État. C'est-à-dire le respect que doit avoir le président de la République à l'égard de tous les pouvoirs, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les élus de nos territoires, les syndicats, les organisations professionnelles, les associations, les militants engagés. Oui, être à l'écoute, considérer chacune et chacun pour ce qu'il peut apporter, donner du sens à l'action publique et en même temps, à chaque fois, être conscient que l'exemple doit venir d'en haut et qu'il ne peut pas y avoir une demande d'efforts supplémentaires, de sacrifices pour le redressement du pays sans que, au tout premier chef, celui qui est président montre la voie à suivre et l'exemple lui-même de cet effort, de ce respect, de cette retenue, de cette réserve, de cette modestie. Impartialité aussi de l'État. Moi, je ne placerai pas mes amis, je ne veux pas ici les décevoir, dans toutes les fonctions publiques, et même à la télévision, et encore moins dans certaines industries. Le suffrage universel n'autorise pas tout. Autant il est normal de constituer un gouvernement avec ceux qui vous ont soutenu dans l'élection présidentielle, au premier tour, au second tour. Je n'irai pas chercher plus loin. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous. On n'ira pas capter tel ou tel, ni même récupérer les autres. On les laissera. Mais en même temps, autant un gouvernement doit être respectueux de ce qu'a été la majorité présidentielle ou de ce que sera demain la majorité parlementaire. Pour les responsables de l'État, préfets, ambassadeurs, directeurs d'administration centrale, nul besoin d'aller mettre des amis, des proches ou des soumis. Il y a suffisamment de talent et de compétences dans l'administration sans qu'on soit besoin d'aller faire ce lien-là qui devient un lien de soumission et de subordination. Il y aura de loyauté à exercer que vis-à-vis de l'État et non vis-à-vis du chef de l'État. De la même manière, l'indépendance de la justice sera pleinement garantie. Les magistrats du parquet seront soumis aux mêmes règles de nomination que les magistrats du siège. Il n'y aura plus d'intervention du ministre de la Justice, voire même du président de la République, quand ce n'est pas le ministre de l'Intérieur lui-même, sur les magistrats. Les journalistes n'auront rien à craindre pour la protection de leurs sources. Et nous n'aurons pas besoin de nommer les présidents des chaînes publiques de télévision. Des instances seront constituées pour ça et ceux qui seront membres de ces instances seront désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat à une majorité des 2/3, ce qui fera que l'opposition sera associée à ces décisions. Moralisation également de la vie politique. Tout élu, même s'il est de notre sensibilité politique, tout élu qui sera condamné pour fait de corruption ne pourra plus se présenter devant les électeurs avant 10 ans. Nous n'avons pas besoin de donner cette image de l'impunité. Le chef de l'État n'aura plus de statut spécial le protégeant. Il n'y aura plus de cour de justice de la République pour les ministres. Le droit commun s'imposera comme pour tout citoyen. Voilà ce que nous devons démontrer.
Et puis nous montrerons aussi un changement. Le gouvernement sera constitué à la parité, autant de femmes que d'hommes. Il n'y aura plus de cumul de mandats. La proportionnelle sera introduite à l'Assemblée nationale pour une part de députés. Je dis cela non pas simplement pour vous convaincre, vous l'êtes déjà, mais pour dire à ces électrices, à ces électeurs qui n'ont pas choisi au premier tour de soutenir notre candidature, qu'ils peuvent le faire, parce que le changement ne sera pas simplement sur la politique économique et sociale, ça sera nécessaire, sur les services publics, sur le redressement de l'école. Non, le changement sera aussi dans la conception de l'État, dans la vie de nos institutions, dans la répartition des pouvoirs et dans l'exercice même de la fonction présidentielle. Chacun pourra faire la différence entre ce qui s'est, hélas, fait ou défait depuis 5 ans et ce que nous proposons maintenant pour le pays. J'avais dit, je veux être un candidat normal. Certains avaient souri. Je dis ici, je veux être un président normal. Ça nous changera. Voilà pour le meeting de François Hollande à Lorient. François Hollande qui se dit confiant au lendemain de ce premier tour qu'il a placé en tête des suffrages. Et François Hollande qui a lourdement attaqué Nicolas Sarkozy, son adversaire, en meeting au même moment et que nous allons maintenant écouter. Nicolas Sarkozy qui a lui choisi l'Indre-et-Loire, un département où il est arrivé très légèrement en tête hier soir, mais un département où il estime qu'il y a des réserves de voix pour le second tour. Pour son premier meeting d'entre-deux tours, il a choisi la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, ville où se sont déroulées les dernières journées parlementaires de l'UMP. On écoute tout de suite Nicolas Sarkozy. Mes chers amis, une campagne est achevée, une autre campagne commence. La campagne du premier tour, nous l'avons faite à 1 contre 9. La campagne du premier tour, nous l'avons faite contre un système médiatique absolument déchaîné. La campagne du premier tour, nous l'avons faite contre les pronostiqueurs, contre les observateurs et contre tous ceux qui auraient tellement aimé décider à votre place. Merci pour la réponse que vous leur avez adressée en direct. La campagne du premier tour, nous l'avons faite contre la caricature, contre le mensonge. Aucun président n'avait jamais subi un tel matraquage. Et de fait, ils n'ont reculé devant rien, ils n'ont hésité devant aucun mauvais coup, devant aucune manipulation. On nous a dit équité. Il n'y avait pas d'équité. Où était l'équité à 1 contre 9 avec 10% du temps de parole? Et en plus, on aurait voulu qu'on dise merci et qu'on s'excuse d'avoir nos idées, nos valeurs. Et vous, votre candidat, on nous a dit égalité. Mais où est l'égalité quand il n'y a pas d'impartialité? Parfois, je regardais d'autres candidats invités dans les mêmes émissions et je me demandais, étaient-ce les mêmes émissions? Étaient-ce les mêmes personnes qui interviewaient?
Enfin, je veux dire qu'ils étaient tellement plus aimables avec moi. Et que personne ne le prenne en mauvaise part, je le dis avec le sourire, mais je le dis quand même, quand ce manque d'impartialité est le plus grand sur les chaînes financées par l'argent du contribuable, je voudrais rappeler qu'il y a des contribuables qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas d'extrême gauche et qui ont le droit d'être respectés dans leurs idées, dans leurs valeurs et pour leurs candidats. Eh bien, malgré tout, malgré la mauvaise foi, malgré les mensonges, malgré les coups tordus, nous n'avons pas été balayés comme on nous l'avait promis. Nous avons tenu à la surprise générale. Et alors, mieux que ça, il disait que la campagne n'intéressait pas. Il l'avait décidé. Et il prédisait que les Français n'iraient pas voter. Et les Français, ils sont allés voter à plus de 80%. C'est sans doute qu'il y a un civisme chez les Français qu'il n'y a pas chez les observateurs des Français. Il disait les 2 dernières semaines, avec un festival la dernière semaine, et même encore, il faut bien le dire, entre 20h et 21h30, que nous allions nous effondrer. Eh bien, l'effondrement n'a pas eu lieu. Maintenant, ils disent que je suis le premier président qui n'est pas en tête au premier tour. Ils oublient de rappeler que le dernier président sortant après 5 ans de cohabitation était certes arrivé en tête au premier tour. Avec moins de 20% des voix, les Français m'en ont accordé plus de 27%. Merci. Merci. Et merci. Alors, quand on voit le sort qu'on nous promettait, quand on voit ce qui s'est passé dans toutes les démocraties touchées par la crise, le résultat d'hier montre que les Français ont mesuré l'enjeu historique de cette élection. Et le résultat d'hier montre que le second tour, nous pouvons, vous pouvez le regarder avec une grande confiance. Ils se sont trompés au premier, ils vont se tromper encore massivement pour le second. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Ce n'est pas eux qui décident, ce sont les Français qui vont décider. Et cette campagne qui commence, c'est vous qui allez la mener. C'est vous qui allez la conduire. Et c'est vous qui allez décider. C'est donc une nouvelle histoire qui va s'écrire dans les 2 semaines qui viennent. Et elle va s'écrire à partir de ce que les Français ont exprimé lors de ce premier tour. Et je veux parler avec gravité aux Français qui ont exprimé leur malaise, qui vivent en silence les difficultés de leur vie quotidienne. Au fond, je veux m'adresser aux Français qui n'en peuvent plus. Et je veux leur dire que je les respecte, car moi, je ne me permettrai pas de juger un Français dont je ne vis pas les souffrances. Quand on souffre, on a le droit de faire le choix que l'on veut. Je n'ai pas à juger ce choix. Je n'ai pas à donner de leçons de morale à ceux qui ont fait ce choix. Et je n'accepte pas que ceux qui habitent dans des quartiers où il n'y a aucune souffrance et qui mettent les enfants, leurs enfants, dans des écoles qui ne sont pas des écoles ghetto, donnent des leçons de morale à ceux de nos compatriotes qui vivent dans des quartiers où la vie est impossible et qui mettent leurs enfants dans des écoles où la vie est si difficile.
J'ai vu qu'on leur faisait le reproche d'avoir voté pour les extrêmes, et notamment en faveur de la candidate du Front National. Moi, je ne leur reproche pas. Quel que soit le choix que vous avez fait, mes chers compatriotes, vous l'avez fait pour des candidats qui avaient le droit de se présenter. Il n'y a pas un choix qui est plus noble que d'autres. Nous devons respecter le choix de tous les Français, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'était leur droit, je les respecte. Et président de la République, je me sens le président de ceux qui ont voté pour moi et de ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est ça, un président de la République. J'ai vu que M. Hollande parlait au peuple de gauche. C'est une différence entre nous. Je parle au peuple de France, pas à un contre l'autre. J'ai vu que dès hier soir, ils reprochaient leur vote à ceux qui ont émis ce vote pour le Front National. Mais il y a des Français qui pensent que les choses ne peuvent pas continuer. Et de ces 4 années de crise terriblement dangereuse où tout a failli s'écrouler, je tire la même leçon qu'eux. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nul ne peut imaginer ce qu'il nous a fallu d'efforts pour empêcher la catastrophe, ce qu'il nous a fallu d'efforts pour que l'économie mondiale ne s'effondre pas, ce qu'il nous a fallu d'efforts pour que l'Europe et l'euro n'implosent pas, ce qu'il nous a fallu d'efforts pour que la France, à la différence de la Grèce, de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal ou de l'Islande, ne soit pas emportée dans la tourmente, ce qu'il nous a fallu d'efforts pour que les Français ne perdent pas leur épargne. Si nous n'avions pas soutenu les banques, c'est votre épargne qui aurait disparu, qui serait partie en fumée. À ceux qui m'ont reproché à l'époque d'engager un plan de soutien pour les banques, je ne l'ai pas fait pour les banques, encore moins pour les banquiers. Je l'ai fait en pensant à tous ces épargnants qui ont travaillé dur et que je ne voulais pas qu'ils fassent la queue un jour au guichet d'une banque parce qu'ils n'avaient plus confiance, parce que la ruine de leur banque, c'était la perte de votre épargne. Aucun parmi vous n'a perdu son épargne. Vous n'imaginez pas ce qu'il a fallu d'efforts pour que le pouvoir d'achat ne s'effondre pas. Les bourses des étudiants n'ont pas été diminuées, à la différence de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Les pensions de retraite n'ont pas été diminuées, à la différence de ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie. Les allocations chômage n'ont pas été diminuées, à la différence de ce qui s'est passé en Irlande. Vous n'imaginez pas ce qu'il a fallu d'efforts pour contenir la hausse du chômage, qui, chez tant de nos voisins, ont porté toutes les digues. 220% d'augmentation du chômage chez nos amis espagnols après 7 années de gouvernement socialiste. Le seul chef de gouvernement qui a reçu M. Hollande, le seul chef de gouvernement de M. Hollande se revendiquait, c'est M. Zapatero. Pense-t-il la même chose aujourd'hui quand on voit la situation très difficile dans laquelle se trouvent nos voisins espagnols? Est-ce le sort qui nous est promis? Est-ce l'exemple que nous devons suivre? Dimanche, les Français ont dit qu'après ces 4 années de crise qui ont rendu la vie plus difficile pour beaucoup d'entre eux, ils voulaient reprendre leur destin en main. Dimanche, il y a des Français, beaucoup de Français, qui ont dit « Nous ne supportons plus les spéculateurs, nous ne supportons plus les bureaucrates, nous ne supportons plus les corps intermédiaires qui veulent tout le temps décider à notre place. » Mon devoir de président et de candidat, c'est d'écouter ce que disent les Français, pas de nier ce qu'ils ont dit, d'écouter les Français qui ont voté pour moi, mais d'écouter aussi les Français qui ont porté leur suffrage sur d'autres candidats comme moi. C'est cela la politique. C'est cela la campagne électorale. Au fond, moi je vois ce vote comme un cri de souffrance, comme l'expression d'une révolte, parfois même d'une colère. Et je n'accepte pas qu'on caricature cette colère, cette souffrance et cette révolte.
elle est respectable, parce qu'elle est sans calcul de la part d'électeurs qui se disent, peut-être à tort, mais ils se disent ainsi, finalement, pour nous faire entendre, nous n'avons que ce choix et que ce vote. Je veux leur dire que nous les avons entendus et que notre façon de les respecter sera de leur répondre par des engagements précis. Je m'étonne qu'au lieu de leur donner des leçons de morale à ces Français, ils ne comprennent pas, les autres membres de la classe politique et les autres candidats, que le message qu'ils ont adressé, ces Français, ils n'ont pas adressé simplement à moi. Ils l'ont adressé à toute la classe politique. Et c'est la classe politique tout entière qui doit l'entendre. Je vais même vous dire, en employant une expression forte, ce message, c'est un fait majeur dont nous devons mesurer la portée. Je vois bien que du côté de la gauche, on se bouche le nez. On regarde ces Français avec commisération. On ne comprend pas ce vote. On veut le nier. On voudrait même m'interdire de parler à ces Français. Moi, je dis non. Il faut considérer cette expression comme un fait majeur. Ne pas considérer que c'est une anecdote. D'autant plus que, de mon point de vue, ce sont tous les dirigeants politiques, et pas simplement les Français, tous les dirigeants du continent européen et même du monde, qui doivent entendre la montée partout dans le monde de ce que j'appellerais un vote de crise. Je n'aime pas le mot populiste, méprisant, comme si d'un côté il y a les élites qui savent et de l'autre il y a le peuple qui forcément ne sait pas. Bien sûr, c'est un vote protestataire au sens de protestation, c'est un vote de crise. Et si nous ne changeons rien, si nous ne nous mettons pas d'accord sur de nouvelles règles, nous risquons de refaire le chemin tragique des années 30 parce que les peuples ne supporteront plus les souffrances que leur infligent les désordres du monde. Voilà les conséquences et les conclusions que je tire du vote du premier tour des Français. Je ne le prends pas à la légère, ce vote. Je ne le prends pas de loin. Dimanche, les Français se sont exprimés sur le fond. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'ils ne veulent plus du monde, ils ne veulent plus du monde tel qu'il se construit depuis 30 ans. C'est clair, c'est lumineux. Ils ne refusent pas le monde, les Français. Ils ne veulent plus du monde qui se construit depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus d'une mondialisation sans règles. Les Français nous ont dit une chose très importante. Nous ne voulons plus être à la merci de ceux qui ne respectent rien, qui ne respectent aucun principe et aucune règle, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Ils l'ont dit, nous devons en tenir compte. Et je prends ma part. Ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus de frontières qui laissent tout passer et d'une Europe passoire. Ils n'en veulent plus, y compris les plus européens parmi nous. Ils ne veulent plus, les Français qui se sont exprimés dimanche à 80%, je le rappelle aux observateurs, qu'on les dépossède de leur mode de vie. Au fond, le message crucial, on est d'accord, disent les Français, pour nous adapter au monde nouveau. Mais nous voulons qu'on respecte notre mode de vie, car nous ne voulons pas changer notre mode de vie. C'est le message que j'ai entendu. C'est le message que je vais porter au deuxième tour de la campagne présidentielle. Et c'est cette politique que je mettrai en œuvre grâce à vous et avec votre confiance. Ils nous ont dit, et je veux... C'est trop facile de dire « je suis européen, je n'écoute pas cela ». Ils nous ont dit « nous ne voulons plus d'une Europe qui ne nous protège pas et qui en même temps nous accable de règlements et de normes dont on ne sait
Que faire? Protégez-nous davantage et laissez-nous tranquilles davantage. Voilà ce qu'ils nous ont dit, les Français. Et ça n'enlève rien, Maurice, Philippe, Hervé, Claude, à l'attachement que nous devons avoir à l'Europe. Mais ils nous ont dit, on en a assez. Nous croyons dans l'Europe, autant que vous, ne nous faites pas la leçon. Mais nous voulons d'une Europe qui nous protège et non pas qui nous accable matin, midi et soir de normes et de règles dont on ne comprend même pas la signification. Par-dessus tout, je le pense, ils nous ont dit on ne supporte plus qu'on parle à notre place, on ne supporte plus qu'on décide à notre place, mais regardez la claque qu'ils ont envoyée à tout le monde. Alors qu'on leur rebattait les oreilles sur cette campagne qui n'intéressait personne, ils ont choisi, les Français, librement, parce que c'est le choix de la liberté, d'aller voter en masse, stupéfiant tous les observateurs qui, à force d'observer, ne voient plus rien. Au fond, ils nous ont dit, rendez-nous la maîtrise de nos vies, ce qui signifie, permettez-nous de vivre de notre travail. Voilà la première revendication des Français. Alors j'ai pris ma part de ce message. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui ne regarde pas les choses à fond, et j'écoute, parce qu'aucune élection n'est anecdotique. Quand les Français décident de voter, c'est qu'ils ont un message bien précis à nous adresser. Et ce message, non seulement j'ai l'intention de l'entendre, mais d'en tenir compte. Je sais que tout ce que nous avons fait n'a pas épargné toutes les souffrances. Mais combien ces souffrances auraient été grandes si tout ce que nous avons accompli ne l'avait pas été? Je vous demande d'y réfléchir. Après tant d'énergie mise dans le présent, je veux mettre la même énergie dans l'avenir. Il y a encore beaucoup à faire, je le sais. Et ce n'est pas le moindre des défis de cette campagne. Parler à la fois à votre vie quotidienne et fixer en même temps une perspective. Je dois penser à la perspective, au long terme, à l'objectif, à la direction, on dirait même à la vision de la France dans l'Europe et de la France dans le monde. Mais je dois aussi veiller à ne pas être déconnecté de la vie quotidienne. Mon rôle, c'est de parler des deux, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, pas l'un sans l'autre, les deux. Alors, je suis conscient que bien des ruptures sont nécessaires. Dieu qu'on m'a fait le procès d'avoir employé le mot rupture en 2007, et pourtant, combien je sentais que le monde ancien était en train de mourir, que le monde nouveau n'arrivait pas à naître et qu'il fallait des ruptures. Et c'est pour cela qu'après avoir posé la question de la moralisation de la finance dans le déni, le scepticisme le plus complet, je pense profondément que l'on ne peut pas confier le sort du monde au seul appât du gain et de la spéculation. Et pour tout dire, j'en ai plus qu'assez que quelques individus bafouent les idées qui sont les nôtres avec des comportements qui sont intolérables, inacceptables et profondément inappropriés, pour ne pas dire injustes. Injustes. Je crois à la réussite, je crois au talent, je crois au succès. Mais il y a des gens qui se comportent avec une arrogance et une absence de distance complète par rapport aux règles qui sont les nôtres. Je veux poser la question des frontières dans la mondialisation. Quand j'ai posé le mot frontière, ça a été un concert de protestation, mais enfin, de quoi parle-t-on? Moi, je pense que dans un monde où il n'y a pas de frontières, c'est tous nos équilibres sociaux, culturels, économiques qui seront mis en danger, mais aussi votre vie quotidienne. Parce que la frontière sert à protéger. Et que si nous regardons le monde tel qu'il est du XXIe siècle, les grands pays qui réussissent sont les pays qui ont cru à la nation
et qui ont décidé de faire respecter cette identité nationale. Viendrait-il à l'idée des Chinois de ne pas défendre la Chine, des Brésiliens de ne pas défendre le Brésil? Et quant aux États-Unis d'Amérique, il suffit d'y aller et de voir sur une maison sur deux le drapeau américain pour comprendre qu'ici, on aime son pays. Eh bien, nous aussi, nous le ferons. Oui, les Français, comme tous les peuples du monde, les Français, comme tous les peuples du monde, ont besoin d'être protégés. Le mot protection n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un mot honteux. Et si on a choisi de construire l'Europe avec nos voisins, c'est pour être plus fort, pas pour être plus faible. Et si on a choisi de s'engager dans les idées qui sont les nôtres, c'est parce qu'ensemble, cette communauté nationale française a nul autre pareil. On s'est dit qu'à 65 millions de Français, on serait plus fort pour protéger nos familles que si chacun restait dans son coin à penser à son seul intérêt, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui s'appelle notre patrie, qui s'appelle la France. La question de la nation, la question des frontières, nation et frontières, sont deux questions inséparables qui doivent être au cœur du débat public, au cœur de la politique. On a cru qu'on pouvait faire de la politique sans parler de la nation et sans parler des frontières. C'est une erreur. Parce que dans un monde aussi dur que celui dans lequel nous vivons, nul ne peut s'en sortir seul. Nous avons tous, qui que nous soyons, besoin de la solidarité nationale. Nous avons tous, qui que nous soyons, besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Tous, qui que nous soyons, besoin d'unir nos forces et d'unir notre intelligence. C'est cela une communauté nationale, c'est cela une nation. Dans la mondialisation, ce sont les nations qui réussissent parce qu'elles portent au fond une volonté collective qui nous rend plus forts. La nation, c'est une volonté de vivre ensemble. C'est l'expression d'une volonté collective qui n'est pas faite que de l'addition des volontés individuelles. C'est toutes les volontés individuelles, plus la volonté collective. Pourquoi ce n'est pas simplement la volonté individuelle? Parce que la nation, c'est une volonté collective du présent, mais qui remonte loin dans le passé. Parce que dans la volonté collective de la nation, il y a le souvenir de ce qu'ont fait pour la nation vos parents, vos grands-parents, nos ancêtres, tous ceux qui ont bâti ces paysages dans cette région extraordinaire de France. Nous ne sommes pas une page blanche. Il n'y a pas que la volonté collective de 65 millions de Français. Il y a le souvenir de tous ceux qui nous ont précédés, que nous aimons encore dans notre cœur, que nous n'avons pas oubliés, qui ont façonné nos paysages, qui ont façonné nos villages, qui ont construit nos villes, qui ont bâti nos cathédrales. Et c'est cela, une volonté collective nationale. Dans la mondialisation, pour être ouvert, comme c'est la tradition de la France, il ne faut pas avoir peur des autres. Et pour ne pas avoir peur des autres, il faut être fort. C'est toujours la haine de soi qui pousse à la peur des autres et à la haine des autres. Quand on n'aime pas son pays, quand on ne respecte pas sa patrie, on déteste les autres. Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on a la haine pour les autres. Alors la priorité, bien sûr, cher Michel, c'est que l'Europe change. Et l'Européen que je suis en prend l'engagement solennel devant les Français. Que l'Europe change pour qu'elle cesse d'être perçue comme une menace et qu'elle soit vécue au contraire comme une protection. Et je m'engage, si l'on n'avance pas dans cette voie, à mettre chacun en face de ses responsabilités. L'Europe doit défendre ses intérêts et ses frontières. Parce que l'Europe ne peut pas défendre moins ses intérêts que les autres. Si l'Europe ne le fait pas, la France le fera de façon unilatérale à la place de l'Europe. Parce que la France veut retrouver la maîtrise de son destin. Donc je le dis, et c'est un engagement que je prends. Conclusion que je tire de ce qu'ont dit les Français, l'Europe ouverte à tous les vents, c'est fini. L'Europe qui ne défend pas ses frontières, c'est fini. L'Europe qui ne maîtrise pas ses flux migratoires, c'est fini. L'Europe qui ouvre ses marchés sans contrepartie
et qui ne défend pas ses entreprises et ses agriculteurs, c'est fini. J'irai, mes chers compatriotes, cher Bruno, jusqu'au bout. Mes chers amis, j'irai jusqu'au bout. Et je veux m'en expliquer devant vous. J'irai jusqu'au bout parce que nous sommes face à une responsabilité historique. Parce que si nous ne changeons pas, il n'y aura plus d'Europe et il n'y aura plus d'ouverture du monde. Parce qu'à ce moment-là, chacun se repliera sur soi-même. Et sans doute, il faut le reconnaître, avons-nous trop cédé depuis des décennies à la technocratie et à la diplomatie. J'avais été frappé. Le mot stabilité était employé dans les années 80 et 90 comme un concept de notre politique étrangère. Au nom de la stabilité, on a laissé pendant des décennies 80 millions d'Européens bien tranquillement derrière le mur de la honte, le mur de Berlin. Au nom de la stabilité, on considérait qu'au fond l'Union soviétique c'était mieux que l'incertitude de la résurgence des nations. Au nom de la stabilité, certains avant moi pensaient qu'il valait mieux 2 Allemagnes au nom qu'une seule. Au nom de la stabilité, nous avons discuté avec des gens qui, dans leur pays, étaient des dictateurs alors que ce n'était pas conforme aux valeurs de la République française. Sans doute, la volonté politique, la responsabilité politique ne se sont-elles pas suffisamment affirmées? Souvent, on me fait le procès de trop de volontarisme, de vouloir m'engager surtout. Si vous saviez, comme je pense après le vote des Français, que j'aurais dû encore m'engager plus fortement et faire preuve encore de plus de volonté. Vous avez donc suivi sur les chaînes parlementaires les premiers meetings d'entre-deux tours des 2 finalistes de cette présidentielle, Nicolas Sarkozy et François Hollande, à 20h30 et 22h, édition spéciale sur les chaînes parlementaires pour revenir sur les résultats de ce premier tour. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal de 19h.